Salut les amis, voilà comme prévu, nous commençons un nouveau live. Donc j'avais prévu 19h30, je suis même un peu à l'avance. Voilà, j'espère que vous portez bien. N'hésitez pas, dès que vous voyez ce stream déjà, à pouvoir tout simplement partager un peu vos impressions avec moi, etc. etc. Vous pouvez converser. Alors j'arrange un peu mon tableau de bord, voilà. Et voilà, et voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me faire un petit coucou. Je suis là, je suis en direct. Je vois vos commentaires si vous m'en faites, évidemment. Et ce soir, eh bien, je vous propose un cours de psychoanalyse, évidemment, un cours de coaching. Alors, vous voyez, moi aussi, je suis détendu, je suis avec mon café, là. Vous pouvez prendre le vôtre et suivre ce cours en direct sur Facebook. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler... Salut Lucienne, tu vas bien? Nous allons parler aujourd'hui du contrôle. Voilà, du contrôle de ces personnalités qui ont une tendance à tout contrôler dans leur vie. Alors, peut-être que vous en connaissez autour de vous. Si vous en connaissez d'ailleurs, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me dire oui, on en connaît. Ou oui, 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 je fais partie de ces personnes qui ont une tendance à être, voilà, à contrôler énormément de choses. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous me l'exprimez. Et puis on pourra en débattre. Voilà. Alors, ce petit cours qui va commencer dans quelques minutes, donc j'attends encore quoi? Il est 19h30 là, j'attends encore 2 minutes avant de le commencer. Donc partagez, hein. Vous pouvez partager, n'oubliez pas, si vous avez des amis qui sont intéressés par, voilà, par les disciplines de la psycho, du coaching, eh bien vous pouvez partager un maximum, comme ça ils peuvent voir ce live, ils peuvent y assister, ils peuvent aussi interagir. Et donc voilà, vous pouvez tout simplement dire au plus grand nombre que vous êtes présent sur la page Facing Europa Corp et que vous assistez à un live qui va traiter aujourd'hui de psychologie appliquée. Voilà. Alors, j'attends encore 1 minute. Dans 1 minute, le cours va commencer. Voilà. Lucienne, comment tu vas? Est-ce que tu as connu ou est-ce que tu connais? Bonjour Vanessa, j'avais pas vu, j'avais pas descendu. Oh mon Dieu, Lynn. Voilà, je viens de recevoir la... voilà, bienvenue Lynn. Voilà les filles, tant que j'y suis, est-ce que vous connaissez, vous, des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle? Est-ce que vous avez déjà des choses à partager? Lucienne, est-ce que tu as dans ta carrière, dans ta brillante carrière, est-ce que tu as rencontré des gens qui sont dans l'hyper-contrôle, qui ont besoin de tout maîtriser autour d'eux? N'hésitez pas en tout cas à interagir. Bonjour Nancy, tu vas bien? Voilà, content de vous voir. Je vais commencer ce cours et encore une fois, vous n'hésitez pas à partager et vous n'hésitez pas à placer vos commentaires. Élise, bonsoir, bonsoir Élise, bienvenue. Je commence le cours directement. Je vais juste, voilà, passer en mode PowerPoint et on commence ça. Voilà. Alors, ce cours, comme vous le voyez aujourd'hui, parle du contrôle. Donc, on va se poser cette question, pourquoi ai-je besoin de tout contrôler? Alors, je vous dirais, il peut s'agir de vous, comme... Lucienne, quelle question, hein, Lucienne, quelle question? Est-ce que tu as rencontré des gens qui sont dans les pires contrôles? J'imagine que oui, évidemment, et tu n'es pas la seule. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout contrôler? Évidemment, là on parle de soi, hein. Pourquoi est-ce que j'ai besoin moi de tout contrôler? Mais parfois, nous, on n'a pas le problème. Voilà, mais par contre, on peut rencontrer des personnes qui ont ce type de problème, et vous allez voir que ça peut évidemment poser des tas de problèmes.
ça aura des tas de répercussions, clairement. Donc on va parler de ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout contrôler, ou pourquoi cette personne a besoin toujours de tout contrôler? Donc peut-être que vous connaissez dans votre entourage des personnes qui veulent tout contrôler. Alors ça va de l'organisation des vacances, de l'organisation de la carrière, de la stratégie de carrière hyper méthodique, du repas mais hyper planifié où tous les détails sont toujours contrôlés. Enfin bref, l'idée ici c'est d'avoir une personnalité qui déteste l'imprévu. Donc elle va faire en sorte que tout soit toujours paramétré. Pourquoi? Parce que l'imprévu lui fait peur. L'imprévu lui fait peur. Alors évidemment, ça peut créer des personnalités qui ne sont pas très faciles à vivre. Pourquoi? Parce qu'à force de tout planifier comme ça, on manque parfois, et même souvent, de spontanéité. Et donc, les gens qui aiment le contrôle, en réalité, prennent souvent... Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Les gens qui aiment le contrôle prennent souvent le devant. Pourquoi? Les devants. Parce qu'ils préfèrent faire les choses, elles préfèrent faire les choses par elles-mêmes. Parce qu'elles n'ont pas envie d'être déçues. Parce qu'elles se disent que si elles font les choses elles-mêmes, au moins, elles ont l'assurance que ce sera bien fait. Et donc, vous avez compris quelque chose, c'est qu'en fond, ces personnes ont beaucoup de mal à déléguer, énormément. Donc là, vous comprenez déjà une chose, c'est que lorsqu'on a, par exemple, un manager, hein, si je prends une société, la vie des sociétés, un manager, un patron, une patronne qui fonctionne comme ça, eh bien, le déléguer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, vous allez peut-être retrouver aussi, mesdames, peut-être que vous en faites partie de ça, cette difficulté de déléguer à vos maris qui, j'en suis sûr, ont envie de vous aider au quotidien, ont envie de vous filer un coup de main, par exemple dans la gestion du foyer, en vous aidant à nettoyer peut-être, ou en vous aidant à faire la vaisselle, etc. Et là vous dites, oui mais oh là, si c'est lui qui fait ça, ce ne sera pas bien fait. Parce que moi je suis sûr et certain qu'il ne va pas aller dans les recoins pour tout nettoyer, pour tout désinfecter. Et fatalement, lorsqu'on est comme ça, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on fait les choses soi-même. L'autre a envie de se rendre utile, on ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer, ou alors on ne lui donne pas forcément la bonne méthode pour qu'il puisse le faire. Et finalement, les conséquences de tout ça, c'est que la personne qui a une tendance à agir de cette manière se retrouve avec énormément de travail sur le dos. Énormément de travail et de pression sur les épaules. Ce qui les amènera souvent, bonjour Stéphanie, ce qui les amènera souvent à développer des troubles, et vous allez voir lesquels. Donc, on sait une chose, elles anticipent énormément. Elles pensent beaucoup à ce qui pourrait éventuellement arriver. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans la recherche du contrôle absolu et donc d'anticiper l'imprévu. On essaie évidemment de ne pas se laisser déborder par le temps, par les émotions, ce qui veut dire qu'en général, ce sont des personnes qui sont contrôlées. Alors il y a des exceptions, vous allez me dire, oui, moi j'ai mon patron, il pète des câbles de temps en temps, et quand c'est comme ça, voilà, on l'entend crier énormément, mais vous allez voir que ce ne sera peut-être pas quotidien, ça. Il y aura des moments où ce type de personnes elles vont exploser, et donc vous allez voir que ça porte un nom en psychologie. Je le dis tout de suite, ça s'appelle le retour du refoulé. Alors c'est tout un programme. Et ces personnes ont un peu une tendance, évidemment, à exploser à certains moments. Mais de manière générale, elles contrôlent leur pulsion, et elles contrôlent leur émotion. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on continue. Les surprises, les contretemps, les retards, les manquements leur sont très difficiles à vivre, ce qui font d'elles des personnes, je vous dirais, qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Ah oui, parce que s'adapter, c'est s'adapter à des situations nouvelles, s'adapter peut-être à des personnalités nouvelles, des personnalités différentes.
Il faut comprendre que ici, le caractère fait qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie de sortir des sentiers battus, en tout cas, on n'a pas envie de se retrouver dans un terrain qu'on ne maîtrise pas. Donc, en général, plutôt réfractaire au changement, voire plutôt râleur. Alors, je vois que vous connaissez, je vois des coucou Stéphanie, coucou Vanessa, vous connaissez, ouais, super, c'est très bien ça. Voilà. Alors, que ce soit au niveau de l'alimentation, elles font attention à ce qu'elles mangent, elles font attention à ce qu'elles disent, elles font attention de toute façon au regard que portent les autres sur elles. Et donc, on peut dire qu'elles paramètrent un maximum et elles contrôlent un maximum leurs faits et gestes. Elles attendent évidemment que les autres fassent exactement la même chose. Ce qui veut dire que la personne qui a une tendance à être dans la retenue comme ça va attendre des autres que les autres soient aussi dans la retenue. Et elle sera très 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 irritée si l'autre ne le fait pas. Voilà. Alors j'ai Élise. Alors hop, Élise. Attends, parce qu'il y a déjà... je vois que tu as fait un commentaire et je vois que tu m'expliques qu'avant tu contrôlais tout. Donc, j'avais toujours tendance à vouloir contrôler par peur effectivement de perdre le fil et c'est généralement en faisant ça que je gâchais tout. En tout cas, pour ta... Ah oui, ben oui, fatalement. Hein, mais tout ça, c'était avant. Hein. On voit que tu regardes les publicités à Flelou. Hein. Mais tout ça, c'était avant à Flelou. Voilà. Les éternels déçus, etc., etc. Je continue, hein, les filles. Je lis vos commentaires, mais j'essaie évidemment de continuer à vous donner des informations sur le caractère de ce type de personnage. Ils sont plutôt exigeants, rigoureux, pardon, souvent bosseurs. Ce sont des personnes qui travaillent, hein, clairement. Alors, pas forcément sur elles-mêmes, mais elles travaillent en tout cas. Et loyales, en tout cas, elles ont bien souvent des principes. Encore une fois, il y a toujours des exceptions à la règle, etc. Mais de manière générale, elles sont plutôt comme ça. Elles s'investissent pleinement dans tout ce qu'elles entreprennent et on peut compter évidemment sur ce type de personnes. Ce sont d'excellents organisateurs, hein, puisque fatalement ils anticipent les besoins des autres et ils sont fiables et constants. Alors vous voyez déjà une chose, c'est que le fait d'anticiper, le fait d'être dans le contrôle à ce point, en soi, ça peut avoir des bons aspects. Je vais même vous dire ceci, et ça c'est une règle en psychologie, on peut même si la personne devient pathologique, c'est-à-dire dans l'extrême, on pourrait même en faire un métier. Je veux dire, il y a des gens qui ont réussi leur carrière en étant extrêmement contrôlants. Je prends un exemple, pour ceux et celles qui connaissent un peu l'histoire de Claude François, Claude François, qui était quand même une star en France, c'était un type qui réglait chaque détail, qui était hyper contrôlant. On sait aussi qu'une personnalité comme Madonna est hyper contrôlante, vous voyez. Bon, mais finalement, ça les amène aussi à réussir. Donc, tout n'est pas mauvais là-dedans. Le problème, évidemment, et vous allez voir, c'est quand on commence à déclencher certains symptômes et vous allez vous rendre compte de quoi il s'agit. Donc, il compense souvent, puis craque au bout d'un moment, lassé de tout et sans comprendre pourquoi. C'est normal. Si j'essaie de tenir les rênes de tout, de mes pulsions, de mes émotions, de mes gestes, de mes dires, de ce qui se passe autour de moi. Je contrôle mon milieu parce que par extension, vous allez voir, il y a le contrôle du milieu. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas droit, il faut absolument que je le remette droit. Si quelque chose me semble sale, il faut absolument que je le nettoie, etc., etc. Et en plus, je ne délègue pas ou peu. Bien, vous vous rendez compte que ça va créer des problèmes. À un moment donné, on craque. C'est normal, puisque nous sommes humains. Donc, même une personnalité résistante comme ça finit à un moment donné par craquer. Les risques, déjà évidemment les risques c'est de craquer, ça voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais quels sont-ils? Un des premiers risques c'est de tomber dans une dépression. Ça c'est déjà une chose. Fatalement, à un moment donné, alors il y a une règle, plus vous vous mettez de la pression, plus il y a de pression dans votre vie, plus il y aura dépression. C'est un système tout à fait normal. Plus je me mets la pression, plus j'ai des chances d'avoir de la dépression. C'est normal. Si vous augmentez à chaque fois votre rendement énergétique,
lorsque vous allez chuter, relativement fort. Et si vous faites ça tout le temps, ok, imaginez un peu hein, des journées où vous êtes au taquet, vous contrôlez tout, le moindre détail, vous êtes surtout, comment vais-je dire, vous êtes sur tous les fronts. Au bout de la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez en chute d'énergie. Voilà. C'est exactement ce qui se passe ici, en tout cas ce qui peut se passer avec ce type de personnalité. Alors, là, je vais vous parler de quelque chose que j'adore, c'est la formation réactionnelle. Et d'ailleurs, je vais vous poser quelques questions là-dessus. Les filles, puisque là, je vois beaucoup de filles qui me regardent. Nicolas, tu as assimilé fille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous laver plusieurs fois dans la journée, par exemple, hein, scénario numéro 1, vous lavez plusieurs fois dans la journée alors que rien ne prédispose à ça, c'est-à-dire il ne fait pas super chaud, vous n'avez pas travaillé dans le jardin, vous n'êtes pas forcément sale, mais vous avez besoin de vous laver. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, et donc j'attends de voir vos commentaires. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu cette envie folle de remettre de l'ordre partout dans votre maison alors que votre maison, finalement, elle est nickel? Hein, mais vous avez envie de nettoyer les choses, vous avez envie de tout recadrer, etc., de tout reclasser. Est-ce que ça vous arrive? Voilà, j'attends un peu vos commentaires. Alors j'ai toujours un petit décalage. J'ai un décalage à peu près de 15 secondes avec vous, donc j'attends de voir un peu vos commentaires. Mais n'hésitez pas, les filles, c'est vraiment une question que je vous pose. Est-ce que vous avez ce type de comportement? Et les messieurs, s'il y a des messieurs que je ne vois pas, n'hésitez pas à réagir. Hein. Monsieur Nicolas, n'hésitez pas. Vous pouvez exposer ici vos formations, vos comportements, je ne dirais pas déviants, mais en tout cas vos comportements bizarroïdes. Ah, moi, envie de nettoyer, jamais, me répond Fanny. Bon, mais je vois que tu rigoles beaucoup. Tu rigoles beaucoup. Est-ce que c'est vrai, Fanny? Jamais? Voilà. Ah, tu délègues. Ouais, je comprends. Remettre de l'ordre, oui, souvent, dit Lucienne. Ok. Remettre de l'ordre, oui, souvent. Et donc, je vous laisse hein, un peu interagir avec moi. Alors, je vais vous expliquer un principe de base en psychologie. On parle de système de défense. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un système de défense. Moi, j'aime bien quand tout est rangé à la maison, sinon ça me met... Ah, voilà, ça c'est super intéressant. Tu vois, Vanessa? Ok, remettre de l'ordre dans les armoires, etc., etc. Alors, excusez-moi parce que, vous voyez, ça va tellement vite. Je suis un peu obligé de remonter pour voir vos commentaires. Voilà. Vanessa me dit que c'est un peu obsessionnel et que si elle ne fait pas ça, c'est un peu confus dans son esprit. Voilà, c'est ce que j'attendais. Alors, Fanny me dit, non, en effet, parfois on sent qu'on doit et que ça fait du bien. Et que ça fait du bien. Bon, je m'arrête là. Et donc, je reprends. C'est quoi un système de défense? Imaginez qu'en moi, donc on va déjà partir de ça, en moi, j'ai du stress, de l'angoisse, un désordre que j'appellerais psycho-émotionnel. Vous voyez, on ne va pas faire de différence ici entre les instances psychiques et puis mon ressenti. En tout cas, tout ça, il y a une confusion. Et ça me crée de la tension. C'est-à-dire qu'en moi, il y a plein de tensions. D'accord? Je me sens, par exemple, coupable de quelque chose. Je me sens sous tension. Mais la culpabilité est intéressante ici. Hein. Je me sens coupable de quelque chose. Par exemple, je me sens coupable de ne pas avoir de travail. Je me sens coupable de me reposer. Je me sens coupable d'avoir répondu mal à mon mari en lui disant « Va, sors les poubelles dehors, etc. » Enfin bref, je me sens coupable. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une formation réactionnelle. C'est-à-dire que ce soit parce que j'ai du stress ou parce que je me sens coupable, etc., il faut absolument réorganiser mon psychisme. Et c'est exactement ce que Vanessa est en train de me dire. Il faut réorganiser son psychisme. Et pour réorganiser mon psychisme, je me sers de quoi? Je me sers de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est par exemple mon environnement. Donc, en reclassant les choses, en nettoyant, en me nettoyant aussi, j'ai l'impression d'être plus propre, d'être plus clean, d'avoir enlevé tout ce qui était toxique, d'avoir réorganisé, en fait,
ma vie et mon psychisme. Et ça me permet de continuer. Et donc ça, vous voyez, ça s'appelle une formation réactionnelle. C'est pour ça que les personnes qui ont un peu des obsessions du style « je dois me laver 3-4 fois par jour parce qu'autrement je ne me sens pas bien », eh bien, ces personnes en font, elles ont ce type de conflit. Alors évidemment, il faut chercher l'origine. Là, je vous fais ça hyper rapidement, je vous fais une grosse vulgarisation. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que au-delà de tout ça, ces mêmes personnes, lorsque vous leur faites remarquer qu'il n'y a peut-être pas besoin de se laver 10 fois les mains sur une journée, vous voyez, celui qui est chirurgien, par exemple, on peut le comprendre. Hein, celui qui est mécano, on peut le comprendre. Celui ou celle, hein, vous avez bien compris, je parle de l'homme avec un grand H ici. Mais ces personnes vous diront qu'il y a une raison. Et alors souvent la raison, par exemple, qui sera invoquée concernant le fait de se laver, par exemple, à extrême, les mains, je vais prendre ce genre de choses, on va vous dire, mais c'est des virus. Fatalement, c'est pour éviter d'avoir des virus quand même. Il faut être propre dans la vie. Vous voyez. Et donc, on va mettre en avant quelque chose, c'est un deuxième système de défense qu'on appelle la rationalisation. On rationalise les choses, c'est-à-dire qu'on donne une forme d'argument, voilà, d'arguments très intellectualisés, et donc la personne serait capable de vous dire, est-ce que tu t'imagines le nombre de bactéries que l'on peut avoir sur soi, simplement parce qu'on ne porte pas de gants, ou parce qu'on a pris, vous voyez, ça arrivait avant, au temps béni, où on pouvait encore aller dans les bars, vous savez, je plonge les mains dans le pot de cacahuètes qui est proposé par les serveurs, et là, on vous dit, tu t'imagines le nombre de bactéries, le nombre de virus qui peuvent se trouver potentiellement à l'intérieur parce que les études ont montré que les serveurs ou les serveuses ne se lavaient pas les mains avant de mettre ces pots de cacahuètes. Vous voyez, ça peut aller loin. En fait, par extrapolation, la personne essaie de vous expliquer que son comportement a une logique, même si vous remarquez qu'il y a un problème. Mais la personne vous dira que c'est logique. Alors évidemment, comme je vous ai dit, ça peut devenir des métiers. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des métiers où on doit être hyper clean, hyper précis, hyper méthodique, etc., etc. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être un peu inconfortable. Ça peut être compliqué. Donc, si vous remarquez des comportements comme ça chez vous, alors ça peut très bien être d'une certaine manière faire partie un peu de votre structure, comme ça peut être quelque chose qui arrive tout d'un coup. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, vous n'aviez jamais envie de... Voilà, vous n'avez pas remarqué chez vous de formation réactionnelle, c'est-à-dire des comportements comme ça répétitifs, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que, ah oui, j'ai ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je suis obligé de regarder plusieurs fois si j'ai fermé la porte. Absolument. Et lorsque la porte est fermée et que plusieurs fois j'ai répété l'opération, alors je peux dormir tranquille parce que je suis en sécurité. Voyez ce genre de choses? Ça, c'est très très important. C'est déjà de la formation réactionnelle. Ça montre très bien que vous avez déjà du conflit en interne. Qu'il y a du conflit en interne, qu'il y a du stress, et vous essayez par ce type de comportement d'abaisser le seuil en fait de stress. Vous essayez de vous redonner une forme de cohérence psychique. Donc, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est intéressant à observer chez les autres ou chez soi. Vous avez aussi, et ça c'est un des risques, le retour du refoulé. C'est quoi le retour du refoulé? Très très simple à comprendre. Je gère tout. En tout cas, voilà, je gère un maximum. Je me contrôle sur tout. Je me contrôle sur mon ressenti. Je me contrôle sur ce que j'ai envie de dire, vous voyez? À un moment donné, je refoule tellement mes émotions. Je refoule tellement parfois mes frustrations. Parce qu'il faut être conforme. Il faut par exemple être conforme à une étiquette. Vous savez, moi je travaille avec certaines entreprises où je vois des leaders qui disent, voilà, on ne doit pas avoir de faiblesse. En tout cas, on ne doit jamais montrer nos faiblesses. Voyez, donc on contrôle tout. Fatalement, à un moment donné, à force d'être sous contrôle comme ça, on peut avoir le retour du refoulé. C'est-à-dire, vous explosez pour un rien et de manière disproportionnée. Ça vous donne un truc du style. Je vais parler pour une fois si j'ai des messieurs qui m'écoutent. Imaginez que votre chérie ne remette pas au bon endroit votre livre. Voilà, un livre que vous avez classé par ordre alphabétique. Ce n'est pas remis au bon endroit. Et là,
vous êtes pris d'une colère énorme et vous cassez tout à la maison. Eh bien ça, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez bien compte que la réaction, elle est disproportionnée. Tellement on est sous contrôle. Et toujours avec la même idée, si vous voulez, c'est de faire bonne figure, de montrer que l'on est fort, de montrer qu'on peut tout gérer soi-même, etc., etc. Là aussi, vous allez voir qu'il y a évidemment en fond des choses qui peuvent nous amener à avoir ce type de comportement. Donc, retour du refoulé, extrêmement intéressant à constater autour de soi. D'où vient cette tendance? D'où peut provenir cette tendance à vouloir tout contrôler? Alors, le self-control, en fait, c'est une réaction de défense qui permet à une personne de lui donner la sensation d'agir sur les choses et non de les subir. Alors, je vais vous parler d'un truc que je trouve énorme. Il y a une étude mondiale qui a été faite l'année passée sur le développement des salles de sport et cet engouement pour le sport partout dans le monde. Alors je sais, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est les gens sont devenus de plus en plus superficiels, donc ils ont besoin de montrer leur physique, parce que nous sommes dans une société d'image, etc., etc. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'on est dans une société d'image. Pourquoi maintenant vous avez une explosion à ce point incroyable de chaînes de sport? Et donc, l'étude des sociologues, finalement, enfin, ces sociologues sont unanimes. Ils ont remarqué auprès de milliers de personnes interviewées sur divers continents, en plus divers continents, toujours à peu près la même réaction. On fait du sport, de plus en plus de sport, parce qu'on veut contrôler son corps. On veut contrôler évidemment son image, mais on veut au moins contrôler quelque chose dans sa vie. Plus les situations de vie sont compliquées, moins on a l'impression de contrôler sa vie, plus on a envie de contrôler son corps. Et ça peut vous donner des gens qui deviennent obsessionnels de leur physique. Et pas forcément par narcissisme, mais tout simplement parce qu'ils ont besoin de recontrôler quelque chose. Alors là, c'est avec le corps, mais ça peut vous donner encore d'autres comportements. Je viens d'en citer, le contrôle de, comment vais-je dire, de son chez soi, etc., etc. Pour ceux et celles qui se souviennent, il y avait une série américaine qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait les Desperate Housewives. Dans les Desperate Housewives, eh bien, il y avait le personnage de Brie Van de Camp. Et Brie Van de Camp contrôlait tout. Très très intéressant, elle refoulait toutes les émotions, elle contrôlait tout, c'était la meilleure ménagère, la meilleure organisatrice, la meilleure épouse, etc., etc. Il y avait vraiment cette recherche de perfection. Eh bien, dans la série, évidemment, on commence... La série explore un peu le psychisme aussi de Brie. On se rend compte que, enfant, elle a dû subir pas mal de choses et que pour contrer cette tendance, eh bien, elle est devenue une machine à contrôler ses émotions, à contrôler tout ce qu'elle fait et finalement ne plus prêter le flanc et ne plus accepter les imprévus, etc. Donc voilà, c'est intéressant pour ceux et celles qui aimaient cette série, replongez-vous un peu et allez revoir le personnage de Brie Van de Camp, ça traite vraiment de ça. Un manque de confiance en soi peut être aussi à l'origine de cette perfectionnite aiguë, c'est-à-dire que je manque de confiance en moi. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de tout contrôler, fatalement. Ben oui, puisque je manque de confiance en moi. Vous voyez, si je contrôle tout, si je maîtrise tout, je ne peux être qu'un surhomme ou qu'une surfemme. Vous voyez, je suis au-delà de ce que l'on peut rencontrer dans le quotidien. Je ne suis pas une personnalité lambda. Je suis vraiment quelqu'un qui maîtrise tellement de choses. Tellement de choses. Vous voyez qu'en fond, le manque de confiance peut donner ça. Donc, oui, le manque de confiance peut créer des êtres hyper perfectionnistes. Là aussi, je reviens par exemple à Claude François. C'est très, très, très intéressant de voir que Claude François vient d'un milieu qui est très défavorisé et qu'à la base, c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui, Claude François. Voilà. Donc, on peut retrouver des personnages comme ça. On retrouve Michael Jackson qui a un peu ce style aussi et qui va aller très très loin, même dans le contrôle de son image, quoi. La crainte de décevoir son entourage est souvent, comment vais-je dire, une des raisons pour lesquelles on développe ce type de comportement, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Tout simplement, on a peur de ne pas être à la hauteur. En fond, si vous avez ça, c'est la peur du rejet.
J'ai peur de ne pas être à la hauteur parce que j'ai peur qu'on me rejette. Donc en soi, c'est le besoin d'amour qui s'exprime. Le besoin d'être rassuré émotionnellement. Alors peut-être que à la base, il y a, je sais pas moi, soit un grand vide émotionnel qui a eu lieu dans votre petite enfance, ou voilà, un traumatisme, que sais-je, mais il peut y avoir ça en fond. Et qui vous crée une peur du rejet du groupe. Et donc, pour pouvoir rester dans le groupe et pour que le groupe se dise « Waouh, c'est quelqu'un de génial parce que cette personne maîtrise tout », eh bien, on se crée un peu cette image de personne qui peut tout gérer de main de maître dans sa vie. Voilà. Donc, c'est pour ça ici, je reprends, ces personnes ont une tendance à cacher leurs émotions, mais souvent leur comportement signifie un besoin d'amour. Voilà. Ce désir de tout vouloir bien faire cacherait la volonté de faire plaisir et de satisfaire son entourage. C'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. Donc, il y a de ça, en tout cas, en fond. Donc, voilà quelque chose d'intéressant. C'est que si vous remarquez chez vous ce type de comportement, vous pouvez aussi vous poser la question, ça peut être une des origines, en tout cas plausible, de la peur du rejet. Voilà. Est-ce que, je repose une question, est-ce que vous reconnaissez des personnes de votre entourage dans ce que je fais comme type de description? Ou est-ce que vous-même, vous vous reconnaissez? Allez-y, n'hésitez pas. Faites vos commentaires. Pas beaucoup de commentaires. Vous ne vous reconnaissez pas. Faut dire aussi, je dois vous laisser le temps d'écrire, mais voilà, est-ce que parmi vous, certaines personnes sont comme ça? Et vous pouvez expliquer le pourquoi vous êtes comme ça, ce que vous ressentez quand vous faites ça. Ok, je continue. De toute façon, si vous envoyez des commentaires, bien, je répondrai au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben d'abord, on peut investir par exemple dans des formations, voyez-vous. Il y a une formation qui va commencer à la fin du mois d'avril en psycho appliqué, en psychoanalyse. Et donc, on peut investir là-dedans, c'est pas une blague. C'est vrai que bien souvent, les personnes qui ont des problèmes, que ce soit ce type de problème ou d'autres, peuvent investir dans de la formation pour mieux se comprendre. C'est souvent le cas des psychologues. Enfin, je veux dire, la plupart des psychologues, d'ailleurs, font de la psychologie pour mieux se comprendre. C'est souvent le cas, c'est souvent le profil. Donc ça, c'est une chose. Et donc, pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés, eh bien, vous pourrez me poser aussi des questions là-dessus en fin, voilà, si vous en avez envie. Mais c'est évidemment une des possibilités. Si pas, identifiez le moment déclencheur avant que vous n'ayez envie de tout contrôler. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai envie de contrôler quelque chose. C'est-à-dire, j'ai envie de tout nettoyer. Quel a été le déclencheur? C'est ça que vous devez chercher. Il y a toujours un déclencheur. Tout le temps. Ça peut être une remarque. Vous voyez, ça peut être une situation où j'ai l'impression de perdre le contrôle, mais il y a toujours un déclencheur. Donc, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, imaginons que vous coachiez des personnes, eh bien, dans le coaching, cherchez toujours le déclencheur. Voilà. Vous ressentez ça, ou vous avez ce type de réaction, quel est le déclencheur? Toujours se poser ce type de questions. Ensuite, analyser les émotions rattachées à cet élément déclencheur. Ça aussi. Je donne un exemple. Ce qui déclenche chez moi l'envie de tout contrôler, c'est la peur de l'imprévu. Voilà. Quand quelque chose est imprévu, je commence à développer des formations réactionnelles. Vous voyez? Par exemple, alors on peut poser la question, mais pour vous, ça représente quoi l'imprévu? Et là, je vais devoir mettre des mots, évidemment, sur ce que je ressens. Ça peut être la peur du vide. L'imprévu peut représenter aussi une situation dans laquelle j'ai eu un traumatisme et qui est apparu de manière imprévue, justement, et donc j'ai fait une assimilation. Vous voyez, tout est possible. Donc ça, c'est à travailler avec soi, à travailler avec les personnes pour comprendre d'où ça peut provenir. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, que l'on peut faire. On peut aussi comprendre les besoins sous-jacents.
bon là j'ai remis la pyramide de Maslow, il y a des besoins. Vous voyez, besoins de sécurité physique, les besoins de reconnaissance sociale, les besoins d'accomplissement de soi, etc., etc. Si on essaie de comprendre les besoins qui sont sous-jacents, on peut peut-être régler l'histoire. Par exemple, je suis frustré dans mon travail parce que je n'ai pas assez de reconnaissance sociale, voyez-vous? Et donc, comme je n'ai pas assez de reconnaissance sociale, j'ai l'impression de ne pas avoir d'identité. J'ai l'impression de ne pas être, voilà, de ne pas exister. Et ça me crée énormément de stress. Dès lors, quand je rentre chez moi, je veux tout maîtriser, par exemple, pour montrer qu'au moins je contrôle quelque chose. Ça peut donner ce type de comportement. Et donc, essayer de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière la peur, ça peut être excellent, évidemment. S'autoriser des moments de relâchement et analyser ce que ça provoque chez soi. Voilà. La personne qui se relâche jamais, parce qu'elle a envie de tout maîtriser, il faut essayer de lui donner des petits devoirs. Donc si vous faites ça sur vous-même, autorisez-vous par exemple dans la semaine des moments qui sont à vous. Vous ne faites rien. Ok, vous ne faites rien. Mais vous pouvez garder un petit journal du style je fais rien. Voilà, je fais rien là depuis un quart d'heure. Et qu'est-ce que ça provoque chez moi? Alors moi je me rappelle là d'une histoire. C'était la grand-mère d'un de mes amis qui me disait mon Dieu, quand je reste à rien faire pendant plus d'un quart d'heure, c'est comme si j'avais un général dans le cerveau qui me dit lève-toi, Phénéas, tu dois travailler parce que c'est comme ça, tu ne dois pas rester sans rien faire. Et en lui posant la question, tiens, pourquoi, enfin d'où vient ce général? Et elle me dit ben ce général c'était mes parents. Parce que dès que mes parents arrivaient à la maison, ils ne pouvaient pas s'empêcher de me dire allez, tu ne peux pas rester sans rien faire. Donc se délasser, ça ne fait pas partie des codes. Et elle l'a assimilé évidemment. Donc ce général, ce sergent instructeur d'une certaine manière, était toujours présent dans sa tête. C'était une dame de plus de 70 ans. Vous voyez? Mais elle avait ça dans la tête, elle avait toujours ses parents. Donc ça aussi, ça peut vraiment être intéressant à analyser, voir un peu le rapport à l'éducation. Se donner du fun. Pour se relâcher, quoi de mieux que de se donner du plaisir? Si vous n'avez pas de fun dans la vie, si vous n'avez pas d'amusement, c'est pas possible. Les personnes qui sont sous contrôle, en général, ne s'amusent plus. D'abord, elles sont plus dans la spontanéité. Donc, plus de spontanéité, tout est toujours anticipé, il n'y a rien de drôle dans cette histoire. Donc, si c'est vous qui avez ça, eh bien dans votre semaine, vous essayez d'organiser des moments où je ne fais rien, et puis des moments où j'ai beaucoup de plaisir. Et le plaisir, évidemment, peut venir de plein de sources différentes. Si votre plaisir, c'est, je sais pas, c'est d'aller vous faire une belle balade en forêt, ben vous la faites. Mais en vous autorisant à la faire. Il faut vous autoriser. Il y a des personnes qui ne s'autorisent même plus ça, parce qu'elles ont l'impression que si elles font ça, elles perdent leur temps. Voyez-vous? Se reposer, important. On analyse les situations avec les prédispositions de notre cerveau, comme disait Pascal. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre cerveau est trop fatigué et que vous ne dormez pas assez, par exemple, ou que votre sommeil n'est pas réparateur, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez analyser chaque chose de votre vie comme étant grave. Parce que quand vos neurotransmetteurs ne sont pas comment vais-je dire, assez puissants, quand ils ne font pas assez bien leur boulot, tout vous semble une montagne, tout devient énorme. Et donc, se reposer, travailler sur son système nerveux, bon là je pense notamment à la naturopathie où on parle de ça, restructurer le système nerveux avec des oligo-éléments, etc. Donc, si des personnes de psychonaturopathie me regardent, bien le bonjour, bien le bonsoir plutôt, voilà, mais ce sont en effet des choses qui sont intéressantes. Il y a des personnes qui ne s'autorisent jamais à se reposer. Verbaliser un maximum ce qui provoque de la frustration. La thérapie commence par la verbalisation. Si je verbalise pas, ça va pas. Quel est mon problème? Déjà, le fait de reconnaître qu'on ait un problème. Et sans la rationaliser, c'est-à-dire sans utiliser le système de rationalisation du style oui je me lave 10 fois sur la journée mais c'est tout à fait normal parce que nous sommes entourés de virus. Non, on enlève la rationalisation. Qu'est-ce qui provoque chez moi ce comportement? Qu'est-ce que je ressens? Quelle frustration est à la base de ça? Vraiment s'autoriser à verbaliser, c'est important. Si vous n'y arrivez pas
eh bien écrivez. Faites, voilà, faites des notes avec qu'est-ce qui provoque chez moi ce comportement, qu'est-ce que je ressens, etc. Notez, hein, faites-vous une forme de petit journal qui vous aidera à mieux comprendre les variations émotionnelles, psychiques que vous traversez. Découvrir évidemment des techniques pour maintenir la cohésion psycho-émotionnelle. Et là, il y en a plein, mais je vous dirais les plus connus, par exemple, c'est la méditation. La méditation, c'est excellent, évidemment. Hein. Sophrologie, méditation, ça peut être vraiment très très chouette. Le yoga, je pense à toutes ces disciplines comme ça, un peu parallèles, qui vous permettent de la respiration consciente, par exemple, vous voyez, tout ça vous permet de maintenir une forme de cohésion psycho-émotionnelle sans devoir absolument passer dans le paramétrage de tout ce que vous faites. Donc, si vous sentez que votre vie vous échappe ou si vous sentez qu'il n'y a plus de cohésion psycho-émotionnelle, vous pouvez très bien instaurer d'autres techniques qui vous permettront de retrouver à nouveau cette cohésion, mais sans forcément développer des comportements pathologiques tels que je viens de le décrire. Voilà. Donc voilà. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire, énormément de choses à vous dire. Là-dessus, je viens évidemment de faire une vulgarisation concernant ce type de personnage, ce type de comportement. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer les questions sur la page Facing et puis je peux répondre, hein, d'ailleurs soit sous la forme de vidéo, soit par écrit, je peux le faire sans aucun problème. Tout à l'heure, j'en parlais, vraiment, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce type de discipline, il y aura une formation qui commencera donc fin avril, où là, on parle de tout, on parle des systèmes de défense, on parle de la structure psychique, on parle des méthodes de coaching, la méthodologie qui va avec, etc., etc. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, vous pouvez me faire des messages en privé, on vous envoie tout le contenu pour savoir de quoi il s'agit, etc. Ça peut être bien. N'oubliez pas non plus qu'il y a une page YouTube qui existe. Hein. Il y a une chaîne YouTube qui existe. Vous tapez Facing EuropaCorp et vous allez trouver énormément d'informations sur cette chaîne concernant la psychologie. Voilà. Celle-là, c'est pas fait pour rien. On y fait. Vous voyez par exemple le retour du refoulé, j'en parle dans certaines vidéos. La cohésion psychique, j'en parle dans certaines vidéos. Donc allez faire un petit tour là-dedans. Il y a, je pense actuellement, près d'une vingtaine de vidéos. Il y a quand même pas mal de contenu. Vous pouvez aller voir. C'est relativement drôle. Enfin, relativement drôle. On parle de psyché, mais enfin, on peut aussi parler. Donc, je parle de la psychologie à travers le cinéma par exemple, donc c'est plutôt cool de regarder ce genre de choses, on en apprend énormément tout en s'amusant. Voilà, les amis, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? N'hésitez pas, c'est le moment de me poser des questions. Il n'y a pas de cette question, il n'y a que des sots silences. C'est un de mes profs qui disait ça. J'ai toujours trouvé que la formule était intéressante. Est-ce que vous seriez intéressé voilà, à ce que je puisse répondre à certaines de vos interrogations? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez partager. Vous savez, il y a beaucoup de personnes en réalité qui sont aux prises avec ce type de comportement et qui ne savent pas réellement quoi faire pour s'en dépêtrer. Alors, souvent en psychologie, on dit toujours que c'est quand il y a de la souffrance. En fait, quand il y a de la souffrance, on intervient en psychologie parce que évidemment, c'est pas agréable pour la personne. Je vous dirais que dans certains cas, il y a de la souffrance, mais dans d'autres cas, attention, on a trouvé une forme de dérivatif, et le dérivatif, comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'appelle profession. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose de très très intéressant. La profession et la pathologie. Voyez, donc j'ai vu parfois certains profs, par exemple, parler de certaines théories alimentaires. Là, je fais un rapport avec l'alimentation. Parce qu'en fond, elle-même avait des problèmes presque d'ordre anorexique, vous voyez.
Et là, on se rend compte qu'elles défendent finalement certains courants qui sont très proches de ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire que on calcule tout ce que l'on mange, mais c'est presque avec, vous voyez, on calcule le nombre de graines germées que l'on met dans son assiette. Et là, on se rend compte qu'il y a un tel contrôle de l'alimentation que ça peut ressembler évidemment aussi à des troubles anorexiques. Mais simplement, on en a fait une profession. Donc, c'est très intéressant, le rapport entre les professions et la psychologie. Vraiment, vraiment intéressant. Et dans certains cas, c'est vrai que notre profession nous donne la possibilité de nous lâcher, si vous voulez, hein, de nous lâcher, de laisser libre cours à nos petites pathologies. Voilà. Voilà, les amis. Alors, je vais descendre quand même ici. Je vois que le curseur... Alors, maintenant, je vais reprendre. Hein. Je reprends. Effectivement, j'ai peur de décevoir, peur du rejet. Voilà. J'ai Élise qui continue et qui nous dit, ben, effectivement, suite à des disputes ou des discussions délicates, j'ai une tendance à vouloir arranger les choses. Vanessa qui me dit, oui, je me reconnais, manque de confiance en moi, oui, sans doute, mais le reste, moins. Mais, ah oui, alors, t'inquiète pas, Vanessa, c'est normal, on ne peut pas se reconnaître dans tout le tableau. Hein. Je veux dire, tu vois, tu ne peux pas avoir non plus tous les troubles, évidemment, ou tous les comportements, non, mais il peut y avoir de ça, si tu veux. Mais vraiment, j'ai besoin de tout contrôler pour être sûr que tout se passe bien. Si on part en vacances, par exemple, et que je laisse les autres gérer, j'imagine que tu es en train de me dire que tu as affiché la suite, tu as peur d'oublier les choses importantes, etc. Ouais, et donc peur de l'imprévu. Voilà, donc voilà, maintenant tu apprends à prendre du temps pour toi, etc., etc., etc. Ok, alors, n'oubliez pas, là j'ai mon ami Nicolas justement qui dans les commentaires a mis le lien pour la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Les amis, je n'ai pas d'autres commentaires, je vais prendre congé de vous, je vous souhaite une excellente fin de soirée, merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à la semaine prochaine, lundi il y aura un autre live, voire même peut-être dimanche, donc je vous tiens au courant sur la page. Voilà, si ils ont lieu, de toute façon, ce sera toujours à partir de 19h30. Mais voilà, je posterai une petite vidéo pour vous expliquer quelle sera la thématique du prochain live et quand il aura lieu. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Voilà, salut!